Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre dans cette édition du 22h. Voici les titres que nous allons développer ensemble ce soir. La situation reste très tendue en Ukraine. Toute la journée, un balai diplomatique intense n'a pas permis de faire fléchir la position russe. Ce soir, le président américain met en garde son homologue russe. La Russie est du mauvais côté de l'histoire selon Barack Obama. Les États-Unis qui disent réfléchir à un large éventail de sanctions à imposer à la Russie. L'analyse dans cette édition du diplomate allemand Joachim Bitterlich. Jean-François Copé riposte après les révélations du Point jeudi dernier. Le président de l'UMP se dit victime d'une chasse à l'homme et lance une opération transparence qui concernerait les partis politiques mais aussi les patrons de presse. On l'écoutera dans cette édition, ainsi que l'analyse du journaliste Alain Offray. Et puis, notre page municipale ce soir nous conduira à Calais, où comme dans beaucoup de villes de taille moyenne en France, les commerces de centre-ville disparaissent au profit de zones commerciales périphériques. La contre-attaque donc aujourd'hui de Jean-François Copé après les révélations jeudi dernier du Point sur une surfacturation éventuelle des meetings de 2012. Lors d'une déclaration solennelle ce matin, le président de l'UMP se dit victime d'une chasse à l'homme et il lance une opération transparence. Il va déposer 2 propositions de loi pour rendre publics les comptes des partis politiques et des journalistes. Faustine Saint-Geniest. La meilleure défense, c'est l'attaque, en tout cas pour Jean-François Copé. Après les accusations du magazine Le Point, le président de l'UMP dénonce des méthodes dignes de l'Inquisition et promet de dévoiler les comptes du parti en échange d'une même transparence des autres partis et de la plupart des médias. Je déposerai sur le bureau de l'Assemblée nationale, à la reprise de ses travaux, une proposition de loi très simple et très claire. Elle demandera à chaque parti de mettre à la disposition de ceux qui le souhaitent l'ensemble des documents comptables de leur parti. Une initiative prise par Jean-François Copé lui-même, sans consultation du parti. Une initiative soutenue par ses amis à l'UMP. Sincèrement, s'engager au nom de l'UMP pour dire plus de transparence et des textes pour la transparence, ce n'est pas un engagement ou un élément qui peut gêner à l'UMP. Il y a des gens qui aiment ou qui n'aiment pas Jean-François Copé à l'UMP, mais ce n'est pas un texte sur la transparence qui peut les mettre dans l'embarras. Plus de transparence, certes. Pourtant, Jean-François Copé n'a pas voté la loi du gouvernement allant dans ce sens. Dans la majorité, on dénonce une mascarade. Ça vient masquer concrètement ce qui était attendu par tout le monde, parce que les accusations du Point sont très graves, très lourdes, si elles s'avéraient exactes, et bien que M. Copé, qui se juge diffamé, qui se juge mis en cause injustement, apporte des éléments. Il n'a pas fait ça. En attendant tout le processus législatif proposé par Jean-François Copé, les comptes de l'UMPE resteront sous scellés. Et puis ce matin, lors de sa conférence de presse, Jean-François Copé s'en est pris très violemment aux médias, parlant de chasse à l'homme ou encore d'inquisition, des critiques contre les journalistes condamnés par beaucoup à gauche, mais aussi à droite, notamment par Alain Juppé, qui les a trouvés injustes. Division à gauche maintenant sur le pacte de responsabilité et les contreparties demandées aux entreprises. Alors que le patronat et les syndicats doivent se mettre d'accord mercredi sur un texte commun, l'aile gauche du Parti socialiste, mais surtout le front de gauche, entendent peser dans les débats. Julie Hulin. Le pacte de responsabilité, dernière carte de François Hollande pour inverser une courbe du chômage inflexible. Un pacte qui suscite depuis 2 mois des remous au sein même de la majorité, avec des critiques sévères, toutes droit venues de l'aile gauche du Parti socialiste. Un courant qui a tout simplement refusé, il y a à peine une semaine, de voter le texte adopté à 75% par le Bureau national du PS. La question qui divise, celle des contreparties. Hier, Benoît Hamon n'a pas hésité à faire entendre sa voix. Il faut, face au stress du chef d'entreprise, entendre le stress des smicards, le stress de l'ouvrier, du salarié qui voit son emploi menacé. Il doit y avoir dans les contreparties pas simplement de l'emploi, mais probablement aussi une baisse du coût du capital. Baisser le coût du capital en invitant par exemple les chefs d'entreprise à limiter les dividendes accordés aux actionnaires, une orientation totalement absente du pacte de responsabilité. Certains pensent qu'il est encore possible d'amender le pacte de responsabilité. Je m'intéresse à ce que dit Benoît Hamon sur la question, mais je lui dis qu'il faut aller au bout du raisonnement et bien constater que si ce qu'on veut dissuader c'est la finance, eh bien c'est la logique du pacte de responsabilité tel qu'il a été négocié avec le MEDEF qui doit être mis en cause. Alors que syndicats et patronat doivent se retrouver pour une deuxième entrevue mercredi, le gouvernement va devoir compter ses soutiens
avant d'engager sa responsabilité lors d'un vote de confiance devant le Parlement à la fin du mois de mai. La campagne pour les élections municipales maintenant, nous vous proposons ce soir de partir à Calais, ville de taille moyenne qui souffre, comme beaucoup d'autres en France, de la disparition des commerces de proximité au profit des zones commerciales périphériques. François Goulin est allé à la rencontre de ces commerçants de centre-ville menacés. Les commerçants le surnomment boulevard La Faillite. Rideaux baissés, locaux fantômes, boutiques fermées. Cet axe central de Calais est devenu le symbole de ce mal qui ronge la cité. Vincent Morel est un de ces commerçants qui a fait faillite. Donc voilà, donc mon ancien magasin M-Musique, magasin d'instruments de musique, donc, qui a fermé le 3 octobre 2013 suite à une liquidation. Donc voilà, un commerce de Calais de plus qui ferme et puis un rêve qui s'éteint, quoi. Son rêve aura tenu 1 an. À peine installé, des travaux transforment sa rue pour faire du parking payant. Les clients font vite leur choix. À 10 minutes de là en voiture, le centre commercial Cité Europe propose des centaines de places de stationnement gratuits. On prend sa voiture, on a du parking, on a autant de choix qu'on veut. Il y a des dizaines de magasins, limite des centaines. Et donc les périodes où on aurait dû faire à la limite plus de chiffre d'affaires sur les périodes de solde, c'était quasiment les périodes les plus creuses. La mairie a tenté de stopper l'hémorragie en construisant un autre centre commercial en centre-ville, les 4B. 10 ans après, le lieu est désert et le constat amer. Je pense que c'est plutôt un mauvais choix stratégique. Faire un centre commercial avec parking payant alors qu'on a un centre commercial à côté qui est 3 ou 4 fois plus important, à 5 minutes en voiture, c'est partir au suicide. Face aux erreurs politiques, les commerçants ont décidé de contre-attaquer. Leur outil, une carte de fidélité qui cumule des points dans les boutiques de Calais. Si nous, on peut trouver des contre-pieds, proposer des produits qui ne sont pas proposés là-bas, proposer des services qui ne peuvent pas l'être en centre commercial, ça va être justement notre rôle de les proposer en centre-ville. Ces vendeurs tentent de renverser la vapeur. En 5 ans, plus de 150 commerçants ont mis la clé sous la porte. Allez, la page politique maintenant de ce 22h avec nous en plateau Clémentine Autain. Bonjour. Bonjour, bonsoir. Bonsoir plutôt pour le Front de gauche. Et puis Alain Offray, journaliste politique à Libération. On va commencer par parler de cette déclaration solennelle de Jean-François Copé ce matin. Il a donc lancé sa contre-offensive, sa contre-attaque. Mais c'est un peu la technique du contre-feu, non? Notamment avec ces 2 propositions de loi qu'il va déposer à l'Assemblée nationale pour plus de transparence des partis politiques et des patrons de presse. Il n'est pas certain qu'il y ait grand monde pour la signer, la proposition de loi. C'est ça qui est troublant. C'est qu'on a l'impression que Jean-François Copé a improvisé cette réaction. Et de fait, il était entouré de très très peu de collaborateurs lorsqu'il a préparé dans la nuit de samedi, de dimanche à lundi cette affaire. Il a beaucoup de ses amis même, des copéistes ont cherché à savoir dimanche soir ce qu'il préparait. Non, on ne pouvait rien savoir. Impossible de savoir. Certains faisaient même, ce qui est extrêmement troublant, l'hypothèse qu'il pouvait annoncer sa démission, y compris des gens qui lui veulent du bien. C'est dire à quel point la situation leur paraissait grave, de ce qu'ils traversent en ce moment depuis les révélations du Point sur... Alors, résultat de cette déclaration ce matin, l'annonce de ces 2 propositions de loi pour plus de transparence, est-ce que vous trouvez ça productif ? Non, moi je crois que c'est... Ou c'est tirer une balle dans le pied, Jean-François Copé? Non, je crois que... Comment vous voyez les choses ce soir? Les réactions que j'ai pu recueillir aujourd'hui à droite, c'est qu'ils ont l'impression qu'ils sont tous tirés vers le bas par Jean-François Copé. Ils auraient préféré qu'il essayait de laisser passer l'orage jusqu'aux élections municipales, il y a encore 3 semaines. Et là, c'est plutôt entraîner tout le monde dans cette affaire. Les sarkozystes, notamment, sont très très agacés par sa réaction, parce que si on rentre dans le détail, il a annoncé qu'il mettait sous séquestre. C'est un peu étrange, les comptes du parti sous scellé, les comptes de campagne de 2012, mais aussi de 2007. Extrêmement surprenant, 2007... oui, il souhaite aussi que ces propositions de loi soient rétroactives, qui a priori n'est pas possible. Si je reviens sur 2007, c'est que 2007, c'est la campagne de Nicolas Sarkozy. Copé n'existe pas dans cette campagne-là. Et donc, c'est une espèce de message comme ça, subliminal, qui est passé aux sarkozystes en leur disant, vous aussi... Attention, j'ai peut-être des choses sur vous. Sur la forme aussi, c'était un peu particulier, cette déclaration solennelle devant un parterre de journalistes. Beaucoup de journalistes étaient présents ce matin. Aucune question n'a pu être posée à Jean-François Copé. Et en plus, il a violemment attaqué les médias.
là aussi, il a pris un risque assez énorme vis-à-vis des journalistes qui le suivent et qui ne lui veulent pas forcément que du bien. Oui, mais même ceux qui lui veulent du bien sont un peu troublés. Hein. Les réactions aujourd'hui sont quand même... ça va de l'ironie à la perplexité, mais il y a très très peu de réactions de gens qui comprennent. Au mieux, ce qu'on entend, c'est qu'il est blessé, il est en colère. C'est ce que dit Hortefeux, par exemple. Brice Hortefeux dit, voilà, on voit là un homme blessé, un homme en colère, mais pour le reste... C'est l'impression que vous avez eue, vous, en le voyant aujourd'hui à cette conférence de presse. Ah oui. Moi, je dirais même que... Alors, je m'avance peut-être un peu, mais je dirais même qu'il est dans une situation encore plus délicate qu'en novembre 2012, alors qu'il était accusé d'avoir triché. Donc ça, vous avez l'impression d'avoir en face de vous un homme politique un peu à bout. Oui. Est-ce qu'il a eu des contacts avec Nicolas Sarkozy? Vous parliez à l'instant de la campagne de 2007, mais aussi de 2012. Non, justement, c'est d'ailleurs encore plus troublant, puisque Nicolas Sarkozy a cherché à le joindre par l'intermédiaire de proches de Jean-François Copé. Il a demandé à être appelé et il n'a pas rappelé... Copé n'a pas rappelé Sarkozy, ce qui est quand même... Ce qui montre l'état de base, c'est parce qu'il voulait... il ne l'aurait pas laissé faire, sans doute. Sarkozy lui aurait sans doute déconseillé de faire ça, et lui, il voulait le faire, quoi. Il voulait absolument faire ça. C'est ce que vous racontez dans votre papier dans Libération demain. Merci Alain Onfray. Clémentine Autain, vous hochiez la tête en écoutant Alain Onfray. Il vous a semblé, vous aussi, à court d'arguments aujourd'hui, Jean-François Copé? Bah oui, visiblement, il a la mine défaite. Son rêve de présidentiel est en train tout simplement de tomber à l'eau. C'est ça son problème. En politique, on descend très vite très bas et on pour peut 2017, je crois quand même que là, il est descendu vraiment très bas. Mais ce qui me navre le plus, c'est le spectacle qui est une fois de plus donné de la politique. On est à 3 semaines des élections municipales. Les Français sont déjà atterrés par la politique gouvernementale. Et voilà que, y compris dans l'opposition, ce sont des histoires de corruption, d'affaires de bandes. Enfin, honnêtement, il annonce plus de transparence. Il souhaite plus de transparence. Non, mais voyez un peu l'affaire. Le Front de gauche serait prêt à mais bien sûr, on est pour plus de transparence. Enfin, je suis désolée. Là, il faut revenir à ce qui s'est passé pour l'UMP. Il y a eu un problème de caisse. Ils ont fait appel aux dons des militants pour des millions d'euros. Et là, qu'est-ce qu'on apprend? C'est que ces millions d'euros ont été captés au service d'un homme et d'un projet qui était un projet présidentiel, celui de Jean-François Copé. C'est juste lamentable. Et encore une fois, je pense que c'est la politique qui ne sort pas grandi de cette affaire-là. La droite ne sort pas grandi, mais moi je suis inquiète dans le climat actuel de l'état de la politique. Si vous saviez ce qu'on nous raconte à l'occasion de ces municipales au quotidien, dans les quartiers populaires, où le sentiment que les politiques sont dans leur propre monde, dans leur jeu, qu'ils... ça touche tous les partis politiques, non, Clémentine Autain? Ah bah ça finit par tous les mêmes. C'est ça qu'on entend. Et le fait que la politique de Sarkozy, enfin plus exactement la politique de François Hollande ne soit pas si différente que celle de Sarkozy, non, mais c'est pour dire que les deux se ressemblent, que les deux se ressemblent précisément, donne le sentiment que décidément tout ça ne sert à rien à part servir ceux qui nous gouvernent et qui s'en mettent plein les fouilles. Mais ça, c'est dramatique. Je veux dire que c'est dramatique. Mais quand on écoute aussi Clémentine Autain, Pierre Laurent aujourd'hui, et dans le sujet qu'on a pu voir tout à l'heure, dénoncer le pacte de responsabilité, la politique du gouvernement, et en même temps faire des alliances avec le même Parti socialiste pour ces élections municipales et faire campagne avec le Parti socialiste. Écoutez, là aussi, ça peut troubler les gens. Tout à fait. Je pense que ça trouble les gens et poser la question aux dirigeants du Parti communiste français. Moi, je suis à la tête d'un groupe qui s'appelle Ensemble, qui fait partie du Front de gauche. Et pour le coup, comme le parti de gauche, je pense qu'il était plus raisonnable dans cette élection municipale d'aller partout sous nos propres couleurs au premier tour. Ça n'a pas été le choix partout du Parti communiste français. Ça nuit à la lisibilité du Front de gauche, mais dans le même temps, je n'oublie pas 2 choses. La première, c'est que dans de très nombreuses villes, et pas des moindres. Je pense par exemple à Marseille, où il y a une bataille de tout le front de gauche et qui, je pense, se verra dans les urnes en termes de résultats. Mais dans d'autres de villes partout en France, il y a un front de gauche rassemblé et quand il n'est pas totalement rassemblé, il y a toujours une liste quasiment partout d'une gauche qui n'est pas en soutien du gouvernement et qui affirme ses propres propositions au premier tour. Ça, hein. Je suis bien d'accord. Mais si on y ajoute en plus les bisbilles entre Jean-Luc Mélenchon et Pierre Laurent, on a un peu de mal à comprendre ce qui se passe au sein du front. Il y a bien entendu ce que vous dites, il y a des bisbilles, je ne sais pas si on peut appeler ça des bisbilles, parce que parfois il y a aussi des divergences stratégiques réelles, c'est pas juste des affaires d'humeur, c'est des débats, et ces débats, il faut aussi les mesurer à l'aune de ce qu'a été la rupture qu'a opéré le Parti communiste français dans sa stratégie d'union de la gauche qui durait quand même depuis un paquet de temps. Il y a un virage qui a été fait. Rendez-vous compte que le Parti communiste français ne participe pas au gouvernement, et ça allait pas de soi, totalement. Donc il y a un mouvement qui se produit chez les
les communistes. Et je pense au contraire que quelque chose est en train de se réveiller, de se construire, doucement, avec des heurts, etc., mais qui est celui d'une gauche de transformation. Je ne dis pas que c'est négatif, je dis que les choses se font pas à pas. Et qu'en même temps, vu la politique du gouvernement, ce que moi je retiens, c'est que le Front Gauche est uni pour dire nous devons rouvrir l'espoir, nous devons nous attaquer aux politiques d'austérité, nous devons dire, là pour le coup, je reprends les termes de Benoît Hamon, c'est plutôt Benoît Hamon qui reprend les termes qu'on utilise depuis un paquet de temps, qui est qu'il faut en effet taxer le capital et arrêter de s'en prendre au prétendu coût du travail. Vous savez, ce qui produit des richesses, c'est quand même le travail humain. Dernière question, Clémentine Autain. Vous qui faites campagne sur le terrain, on dit beaucoup que l'électorat de gauche ne va pas se mobiliser pour ces élections municipales. Comment vous sentez les choses, vous ? L'électorat de gauche, faut voir. Je pense que l'électorat du Front de gauche, en tout cas d'une gauche fière d'elle-même et qui offre une perspective, j'espère que l'électorat va se mobiliser. Mais ce que je vous disais tout à l'heure, je redoute qu'un certain nombre de Français se désespèrent. Et peut-être ce sera la surprise de ces municipales. C'est que, au fond, alors que les Français adorent l'élection municipale, il peut se produire une abstention importante et il y a de la désorientation. Et en même temps, je vois aussi beaucoup de gens qui se raccordent au profil des candidats ou qui se raccrochent aussi aux perspectives locales. Comment avoir un maire qui va nous apporter un mieux-être, plus d'emplois, plus de développement économique, plus de fierté. Et ça, je crois que ça existe dans les villes. En tout cas, ça se cherche. Mais vous savez, on est dans une période de crise de la politique qui atteint des sommets, pas que de la politique, qui est liée évidemment à la crise sociale, à la crise économique. Mais cette défiance démocratique, elle a vraiment un coût. Et plus que jamais, je crois qu'il faut une rupture pour une 6e République, parce que les bases actuelles de notre fonctionnement institutionnel sont dramatiques. Et Jean-François Copé, vous parliez des journalistes. Le problème, c'est qu'il croit que par ce biais, en mettant en cause les journalistes qui eux aussi sont accusés, il va s'en sortir. Mais je vous assure que le problème, c'est l'ensemble du champ institutionnel qui est dans un rapport de défiance du point de vue de la population, et on peut le comprendre. Eh bien, on verra ce que donneront les résultats de ces élections municipales. Merci à vous, Clémentine Autain, d'être venue sur ce plateau ce soir. Merci, Alain Offray. On va me parler maintenant de la situation en Ukraine. Dans un instant, nous allons recevoir Joachim Bitterlich, qui est diplomate, ancien conseiller d'Helmut Kohl, et puis notre chroniqueur Jean-Louis Gombault. Je le disais tout à l'heure, dans les titres, la situation est toujours aussi tendue entre la Russie et l'Ukraine. Ce soir, le président américain a mis en garde Vladimir Poutine. La Russie est du mauvais côté de l'histoire, selon Barack Obama. Et puis toute la journée, la nervosité a été très forte dans les capitales européennes. Le récit de cette journée diplomatique intense avec Sophie Normand-Couturier. Autour des installations militaires ukrainiennes, des hommes armés, probablement des soldats russes. Ils encercleraient toutes les bases de Crimée. Selon Kiev, la Russie a envoyé 6000 soldats supplémentaires dans la péninsule, en violation des accords internationaux. Kiev accuse Moscou d'avoir lancé un ultimatum aux forces ukrainiennes sur place. Les exigences des soldats russes sont les suivantes. Nous devons déposer nos armes à l'armurerie, retirer les soldats en faction. Nous devons garder la base ensemble avec des soldats de la Fédération de Russie. Naturellement, nous ne pouvons pas le faire parce que nous avons notre règlement. L'Ukraine est au bord de l'implosion. Ici à Donetsk, dans l'est du pays, ce sont quelques 300 manifestants pro-russes qui se sont emparés de l'administration régionale. Face à cette situation explosive, l'Union européenne menace de remettre en cause ses relations avec la Russie, voire de mettre en œuvre des sanctions si elle ne rappelle pas ses troupes. Ces discussions seront par exemple la suspension des visas ou la suppression d'accords économiques. L'Union européenne somme Moscou d'entamer le dialogue avec Kiev. En France, l'ambassadeur d'Ukraine compte sur Paris. Nous espérons vivement que dans cette crise qui connaît l'Ukraine aujourd'hui, la France ne restera pas à l'écart et offrira sans tarder sa médiation cohérente. Et à Washington ce soir, Barack Obama hausse le ton. Pour le président des États-Unis, la Russie est du mauvais côté de l'histoire en Ukraine.
Allez, on parle de cette situation en Ukraine ce soir avec Joachim Bitterlich. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Bonsoir. Bonsoir. Et puis Jean-Louis Gombaud, notre chroniqueur économique. Alors, effectivement, aujourd'hui, la bourse de Moscou s'est effondrée, le rouble dégringole. L'économie russe est visiblement ébranlée par cette crise ukrainienne. Jean-Louis, est-ce que ça de là réellement menacer cette économie russe? Alors, les bourses, non seulement de Moscou, mais à Paris, toutes les bourses européennes, ce qui montre quand même qu'il y a une inquiétude sur la Russie, mais également, surtout pour nous, une inquiétude aussi sur l'Europe. Et j'ajouterais d'ailleurs, en plus de tout ce que vous avez dit, la hausse des prix des céréales, parce que vous savez que l'Ukraine est le 3e exportateur mondial de céréales, donc il y a des perturbations un petit peu en cascade, qui ne sont pas en tout cas qui ne sont pas négligeables, et ça se passe, parce que les tensions se passent, aux frontières de l'Europe. Le problème qui est posé, ce n'est pas d'abord un problème de type commercial, parce qu'en réalité, l'Ukraine ne fait que 1% des exportations européennes, ce n'est pas tout à fait nul, mais enfin ce n'est pas grand-chose. Pour la Russie, c'est un petit peu différent, puisqu'elle assure 3% des exportations européennes, et le fait que la Russie, si jamais ce conflit s'envenimait, entre dans une sorte de stagnation, ça serait des problèmes pour nous. Mais le problème principal, c'est la question financière, parce que en fait, l'Ukraine est à ramasser à la petite cuillère, elle est véritablement en réelle faillite, il y a une décomposition de l'État ukrainien et des finances ukrainiennes. C'est un pays qui a 75 milliards de dollars de dette, il faut que l'année prochaine, elle ait trouvé 15 milliards de dollars pour refinancer sa dette, les taux d'intérêt monte, la stagnation menace, la production industrielle s'effondre, donc on a un véritable problème et l'Europe n'a pas les moyens de venir au secours. Et est-ce que la Russie a les moyens? La Russie s'est déjà engagée. Je signale quand même avant cela que le FMI est attendu en Ukraine justement pour faire un plan, mais vous savez que les procédures du FMI sont telles qu'elles n'assurent des crédits qu'à certaines conditions, et elle ne peut pas faire autrement, et ces conditions seront très sévères pour le peuple ukrainien. Et soyez sûr que la Russie et la Chine, qui sont actionnaires du Fonds monétaire international, veilleront à ce que ces procédures soient respectées à la lettre. Mais est-ce que la Russie a aussi les moyens de sauver l'Ukraine? Alors la Russie, donc M. Poutine a déjà signé un chèque au 1er janvier de cette année. Il s'est engagé sur d'autres sommes, mais il a interrompu les versements compte tenu de la situation. Joachim Bitterlich, comment vous voyez la situation ce soir? On a entendu les propos un peu forts de Barack Obama. Jusque-là, le président américain semblait un petit peu dépassé par la situation, en tout cas pris de court par cette situation ukrainienne. Comment vous voyez les choses ce soir? Je pense que l'Ouest, comme l'Europe en général, est embarrassé par la situation en Ukraine. C'est une situation précaire, fragile, à l'intérieur comme vis-à-vis de l'extérieur. D'une part, nous avions eu la semaine dernière l'accord atteint par la Troïka atypique du triangle de Weimar, soutenu en permanence par les entretiens entre Mme Merkel et M. Poutine, qui a été mis de côté en 24 heures par les événements sur place, parce que cette révolution populaire, si vous voulez, balayée. Et en même temps, attention, ce nouvel État, ce nouveau gouvernement a commis quelques erreurs profondes. Par exemple, le premier jour, la Rada a annulé les prérogatives des minorités russes dans le pays. D'où, je dirais, réveiller, très maladroit, d'où réveiller automatiquement les suspicions russes. Les Russes qui, en réalité, n'ont jamais vraiment reconnu entièrement l'indépendance de l'Ukraine. La Russie a fait ça dans une période de faiblesse, dans les années 90. Et du coup, vous pensez qu'aujourd'hui, Vladimir Poutine est déterminé? Vladimir Poutine est du moins déterminé à protéger les intérêts des Russes en Ukraine. Ça veut dire tout d'abord la Crimée, comme poste extérieur important pour la flotte russe, vers la Méditerranée. Non seulement vers la mer Noire, vers la Méditerranée. En même temps, le statut particulier de la Crimée qui a été fixé à 2 reprises et où le statut n'est pas entièrement, ou en partie ambigu. Et en même temps, il subit l'appel des russophones à l'intérieur de l'Ukraine qui demandent d'être protégés. D'où la réponse d'un Vladimir Poutine qui nous dit, bien, je ne fais que protéger les intérêts des russophones, des ressortissants russes ou des russophones dans ce pays.
D'où notre difficulté à nous, comment calmer le jeu des deux côtés, calmer le jeu d'un côté. Et puis on entend les Occidentaux dire il faut être ferme, mais comment et avec quels moyens? On a l'impression que sur la question notamment des sanctions, les Occidentaux n'arrivent pas forcément à se mettre d'accord, ou en tout cas n'ont pas de plan pour l'instant. Il n'y a pas de plan arrêté des Occidentaux. Il faut savoir que l'arme économique que certains prônent en premier lieu est limitée à beaucoup d'égards. La dépendance, je dirais, de l'Ouest des livraisons russes est beaucoup plus petite que l'on pense. Il y a des possibilités de trouver ailleurs, y compris le gaz. D'où toute la difficulté de cibler vraiment de sanctions éventuelles. D'où, automatiquement, aussi l'analyse faite surtout par les Allemands, de se dire il faut entrer dans un dialogue avec les Russes, parce que si on lance trop tôt, de manière prématurée, des sanctions éventuelles, attention, les Russes vont se crisper davantage. Il faut essayer de les avoir de nouveau à une table des dialogues et ensuite de négociations. Et puis Vladimir Poutine parie peut-être aussi sur la faiblesse occidentale. On l'a vu, cette faiblesse quand même aussi sur le dossier syrien, avec notamment les États-Unis qui ont menacé à plusieurs reprises ne faites pas ça, ou alors il ne s'est jamais rien passé. Mais sachant en même temps, les Européens, pour moi, ont fait pendant un certain temps, du moins pendant une première période, fausse piste à l'égard de l'Ukraine, en offrant l'idée de l'association, ça veut dire aussi à long terme adhésion, et à l'Union européenne, et pour les Russes, ça veut dire non seulement Union européenne, ça veut dire OTAN, dans leur perception. Et à ce moment-là, c'est une déclaration de conflit. Selon vous, c'est l'Allemagne qui est la mieux placée aujourd'hui pour établir ce pont, cette relation de confiance, cette médiation avec la Russie? C'est quoi? Ce sont les bonnes relations entre Angela Merkel et Vladimir Poutine qui peuvent jouer? Ce sont les bonnes relations entre l'Allemagne et la Russie. Plus qu'entre leurs deux dirigeants. Ça aide, c'est vrai, mais c'est pas une nécessité à cet égard. L'Allemagne a par tradition des relations, je dirais, assez bonnes avec la Russie. En économie, nous n'avons jamais eu de vrais problèmes avec eux. Et il y a une certaine compréhension, je dirais, mutuelle. Et à l'égard, du moins, les Allemands sont du moins écoutés par les Russes. S'ils suivent les idées allemandes, c'est autre chose. Merci beaucoup Joachim Bitterlich d'être venu sur notre plateau ce soir. Merci Jean-Louis, on vous retrouve bien sûr cette semaine. On termine ce 22h avec tout ce qui a pu vous échapper encore dans l'actualité. C'est le tour de l'information et il est préparé ce soir par Agathe Pécastin. Le procès d'Oscar Pistorius a débuté aujourd'hui à Pretoria. Le héros des JO de Londres est soupçonné d'avoir assassiné sa fiancée Riva Steenkamp le soir de la Saint-Valentin. Face à la cour, il plaide non coupable. Un procès sous l'œil des caméras du monde entier. Au cours de ces 3 prochaines semaines, les audiences seront retransmises en direct à la télévision. Une première en Afrique du Sud. Des faits de délinquance maquillés, voire même oubliés à Paris. C'est ce que révèle le rapport de l'inspection générale de l'administration. Il faut en finir avec le chiffre unique de la délinquance qui ne veut rien dire et il faut en finir avec la politisation des chiffres et avec cette présentation une fois par an des chiffres par le ministre de l'Intérieur. En 2011, près de 16 000 faits de délinquance auraient ainsi disparu. Chose promise, chose due. Le parquet spécialisé dans les affaires financières est désormais opérationnel. Une promesse de François Hollande à la suite de l'affaire Cahuzac. Eliane Houlette a été installée dans ses fonctions de procureur national financier en présence de la garde des Sceaux, Christiane Taubira. Le marché automobile français est tombé à son plus bas niveau depuis 15 ans, moins 1,4% pour le mois de février 2014, un chiffre qui surprend face aux bons résultats européens. Et on termine avec le dessin du jour signé Red Clit pour Bakchiche. Le dessinateur ironise sur le nouveau terrain de jeu de Vladimir Poutine, la Crimée. Voilà pour ce 22h ce soir. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve avec plaisir demain soir. Tout de suite sur Public Sénat, votre rendez-vous documentaire. Très bonne soirée à tous sur notre antenne.